Je vais appeler les conférenciers de la 4e session sur l'estrade pour ouvrir la session table ronde. Question avec la salle. Nous allons commencer avec la première communication de l'après-midi, qui était la communication de Monsieur Delaporte. J'aimerais vous poser une question sur le fameux One Health. On en parle beaucoup, j'ai beaucoup lu là-dessus. Sur le papier, ça semble parfait. Vous l'avez évoqué. J'aimerais savoir en pratique comment cela se passe au quotidien. Alors, il y a deux aspects. Alors, c'est toujours derrière ces grands concepts, il y a un peu de fumeux, c'est clair. Il y a également du réel et il y a surtout un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire l'ouverture vers les autres, au niveau de nos disciplines. Actuellement, sur le One Health au niveau national, l'enjeu, c'est que les médecins se parlent avec les vétérinaires, pour faire simple, et que ces deux mondes se rapprochent. Et ce qui nous lie, ça va être les anthropologues, les sociologues, les écologues, etc. Et on voit bien que c'était deux mondes partagés. Et au niveau des pays du Sud, on s'aperçoit que les systèmes de surveillance vétérinaires et humains ne se parlent pas non plus. Et alors là, il y a vraiment des choses qui posent vraiment problème. Donc c'est vrai que, on l'a vu dans les maladies infectieuses, 75% d'entre elles ont une origine animale, ce sont des zoonoses, et si on veut être à la prévention, il y a à la fois la surveillance animale et la surveillance humaine. Donc que les deux systèmes se parlent, ça c'est vraiment du concret, parce que ça commence à se mettre en place. Alors en pratique, par exemple, sur nos histoires Ebola, sur la dernière épidémie d'Ebola, celle dont je parlais très rapidement de cette année. Donc la première de 2014 a été une catastrophe parce que les pays n'étaient pas prêts. C'était dans une zone où il n'y avait jamais eu Ebola. Et comme je le disais, on a mis 4 mois avant de faire le diagnostic qui a été fait à l'étranger. Et donc l'épidémie avait pris feu. Là, ce qui s'est passé, c'est que d'emblée, il y a eu une alerte communautaire, que les locaux au niveau du centre auquel on participe, auquel ils sont partis sur place, mais c'est pas seulement le biologiste, c'est pas seulement l'épidémiologiste, c'est également les équipes des services vétérinaires qui sont partis de conserve sur le terrain, et également des anthropologues qui ont fait les études à partir du premier cas. Donc l'investigation en pratique s'est faite d'une façon One Health, d'une façon pluridisciplinaire, concertée. Ça, c'est du concret qui vous montre que les mentalités ont changé, parce que ces mondes se parlent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé sur ces dernières années, alors que le concept en lui-même n'est pas récent. Il a été conceptualisé il y a une vingtaine d'années. Mais voilà, ça prend du corps. Ça existe, enfin. Oui. Est-ce que des doigts se lèvent sur cette première communication? Oui, une question. Michel Voisin. Une question s'impose, bien entendu. Où en es-tu par rapport à la Covid-19? Alors, moi, personnellement, c'est vrai qu'on est... D'abord, il y a beaucoup de monde qui bosse. Hein. Alors, à quel niveau? Au niveau de l'origine, au niveau... Alors, ce qui se passe actuellement, comme je disais, il y a des grands programmes One Health. Alors, c'est vrai que des fois, on complique. Hein. Il y a des grands programmes de recherche, et au niveau international, en particulier, sur cette approche One Health, c'est sur l'origine. Moi, je suis plutôt à travailler sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit actuellement qu'on fait un démembrement des coronaviridés qui circulent dans le monde des chauves-souris en particulier, mais pas seulement, également chez les animaux domestiques. On s'aperçoit que les chauves-souris sont très largement infectées par énormément de variétés de coronavirus, dont certains très proches du SARS-CoV-2, mais ce n'est pas le SARS-CoV-2. En Asie, se font le même travail. Pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé l'homologue exact, comme pour l'histoire du HIV1, qui soit celui qui soit passé chez l'homme. Ni en Asie, même si on en a un très proche, ni en Afrique. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que quand on étudie l'épidémie en Afrique, on s'aperçoit que ça n'a pas été le tsunami qu'on avait annoncé. Alors que les systèmes de santé sont plus fragiles, etc., on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre, le nombre de cas est relativement faible, c'est environ, je crois que ça représente 2 à 3% des cas mondiaux, alors que c'est 17% de la population. Bien sûr, il peut y avoir du sous-diagnostic, mais pas seulement. Il n'y a pas eu un raz-de-marée de décès dans les hôpitaux. Et quand on fait nos enquêtes de séroprévalence, ce qu'on a fait en étudiant ces coronavirus, et ça c'est l'approche One Health, on en fait des tests diagnostiques pour voir si les humains sont infectés par ces coronavirus. Et on s'aperçoit qu'il y a des réactions croisées.
Et on s'aperçoit, quand on fait ces études sérologiques, que par exemple, à Yaoundé, 50% de la population a séroconverti vis-à-vis du coronavirus SARS-CoV-2, avec des réactions croisées vis-à-vis d'autres coronavirus. Et donc ça peut être un des facteurs, outre l'âge, bien sûr, la démographie, etc., qui explique pourquoi, en Afrique, l'épidémie n'a pas été si catastrophique, malgré une diffusion qui est extraordinairement importante. Donc voilà, ce genre de travail que nous faisons à l'IRD avec les collègues du Sud, pour essayer, qui vont à la fois sur l'origine, mais également sur la compréhension de la diffusion en population. Une autre question là-haut. Oui, ma question est un peu à la limite hors sujet, mais je me la pose et je la pose à toute l'Assemblée. En ce qui concerne l'apparition de nouveaux virus et de nouveaux risques épidémiologiques, que pensez-vous des recherches fondamentales menées en laboratoire de modification génétique de virus existants afin d'augmenter leur pouvoir pathogène et leur transmissibilité à l'homme, ce que l'on a baptisé à une certaine époque les Frankenvirus? Oui. Était-ce un fantasme ou une réalité? Non, c'est malheureusement, il y a eu vraiment un lever de bouclier de la communauté scientifique par rapport à certains collègues qui sont réellement des apprentis sorciers. Ça, c'est clair. Malgré les conditions les plus strictes, il peut toujours y avoir des problèmes. Et donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Et on le sait avec, par exemple, ce groupe hollandais qui avait fait un virus de la grippe chimère qui était d'une virulence extraordinaire. Il y a eu des levées de boucliers énormes. Et on n'est pas à la merci, effectivement, de chercheurs sincères, mais dangereux. Et c'est peut-être les plus dangereux parce qu'ils sont sincères et qui pensent qu'ils vont trouver la solution, si vous voulez. Ce n'est pas des pervers, c'est des sincères. Et ceux-là, il faut s'en méfier parce qu'effectivement, ils se sentent parfois au-dessus des lois parce qu'ils vont sauver le monde. Et c'est là où c'est important qu'il y ait des bonnes pratiques médicales et des bonnes surveillances. C'est très difficile. Enfin, les législations de nos laboratoires sont tellement strictes maintenant. Par exemple, ici à Montpellier, je n'ai pas de P4. Donc, si je ramenais des prélèvements Ebola pour faire un morceau de séquence, même en inactivant, je n'ai pas le droit de dépasser tant de taille de l'échantillon. Si je les dépasse, je suis en prison. Je suis responsable. Donc, c'est la législation, ce qu'on appelle MOT, sur le bioterrorisme, et on est tenu, on est surveillé par rapport à ça, si vous voulez. Donc, heureusement, il y a des gardes-barrières, mais il y a toujours des fous. Oui. Merci beaucoup. Nous allons passer à la communication de M. Feillet sur la viande. Est-ce qu'il y a des activistes végétariens ou autres qui veulent prendre la parole? Je crois que c'est M. Legros. Les escaliers sont durs. Hein. Bonsoir. En admettant que soit réglé pour la viande artificielle faite avec des cellules de bovins, deux des problèmes principaux, à savoir d'une part le coût économique, admettons que le coût soit devenu faible, et deuxièmement qu'on ait réglé le problème du goût, c'est-à-dire que le consommateur puisse s'y tromper, est-ce qu'on n'atteindra jamais un troisième niveau qui est celui du coût écologique raisonnable? Je veux dire par là qu'à partir du moment où pour produire des salades de manière artificielle, on va créer des immeubles en verre, ou bien pour créer de la viande artificielle, on va créer des bâtiments dans lesquels il va falloir amener des produits, puisque les cellules pour grossir, elles auront besoin d'aliments, des produits en quantité exceptionnelle. Il faudra régler la température, il faudra régler la luminosité, il faudra des systèmes pour contrôler tout ça. C'est plus compliqué quand même que de mettre une vache dans un champ. Donc, est-ce que tout cela, c'est bien raisonnable? Alors, je ne sais pas si c'est raisonnable. Ce que je sais, c'est que c'est raisonné. En ce sens que les entreprises qui travaillent ce domaine sont bien conscientes de cette difficulté. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit rapidement, on n'a pas de réponse définitive sur l'impact environnemental. On ne sait pas. Ils sont assez optimistes. On a notamment modifié les conditions des milieux de culture. Il y avait avant, dans le milieu de culture, des sérums de fœtus de veau, qui étaient
une contrainte difficilement acceptable par les consommateurs. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Il y a le problème d'approvisionnement en matières premières. C'est essentiellement, comme ce sont des fermentations, des produits de nature céréalière. Il faudra un peu d'azote aussi. On n'a pas la réponse à la question, mais je me garderais bien aujourd'hui de dire qu'il y a là un blocage insurmontable, même pour vos salades. Le problème des salades dans les immeubles, ils ont un énorme avantage, c'est qu'elles n'occupent plus les sols. Ils libèrent des sols pour faire des plantes de grande culture. Dont vous savez, on a rappelé, je ne sais plus si on l'a rappelé aujourd'hui, mais on nous dit qu'il faut 70% de plus d'alimentation pour nourrir le monde à un niveau compatible avec les besoins de l'homme dans 30 ans. Les surfaces ne seront pas forcément disponibles pour le faire. Donc je crois qu'il faut laisser créer l'imagination des start-up. Il y aura beaucoup de déchets, il y aura des résultats. Qui est capable de dire où sont les résultats, j'en sais rien, mais je pense assez fondamentalement qu'on va évoluer progressivement pour certaines parties de notre alimentation vers une production qui ne fera plus appel à la terre nourricière, comme on l'a toujours eu. On fera appel à d'autres systèmes. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous le connaissiez, l'aventure de l'Avera. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sur les protéines d'organismes unicellulaires. En 1973, à Marseille, le professeur Sénez, avec British Petroleum, avait mis au point un procédé de culture de levure sur alcane qui était dérivé du pétrole, qui marchait remarquablement bien. Il y avait des difficultés techniques qui avaient été résolues. On avait une poudre blanche de protéines insipide, sans couleur, sans goût, riche en protéines, dont René Dumont, premier candidat à la présidence de la République écologiste, avait écrit dans un livre et dit dans des conférences, en 2020, les quantités de protéines issues du pétrole seront telles qu'on n'aura plus besoin ni d'élevage ni de rien d'autre. Le grand leader écologiste. Ça fonctionnait. Alors ça cassait parce que le prix du pétrole a augmenté. Mais ça fonctionnait. Et je suis persuadé qu'on va revenir un jour, lorsqu'on ne mettra plus de pétrole dans les voitures, vers une disponibilité de matières organiques pétrole qui pourront être utilisées par les microbiologistes, faisant appel d'ailleurs à la biologie de synthèse pour modifier légèrement le fonctionnement des organismes, qu'on va retrouver dans 10 ou 15 ans des protéines issues de matières premières qui ne sont pas celles de l'agriculture et qu'on consommera. Donc, laissant ouvert l'imagination, la créativité, sans dès le début mettre des freins en disant « de toute manière, ça ne marchera pas ». Maintenant, je préfère un bon beefsteak. Bon, je m'excuse, je voulais revenir sur une question concernant SARS-CoV-9. Qu'en est-il de l'origine de ce virus, puisqu'on a évoqué la possibilité d'un laboratoire, enfin, échapper d'un laboratoire? Alors, pour l'instant, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Le problème de fond... Alors, est-ce qu'on aurait besoin d'un échappement de laboratoire pour que ça se fasse? On a bien vu qu'avec l'histoire du HIV, etc., on n'a pas besoin de la main humaine pour que ça se produise. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a eu une recherche à Wuhan sur ce P4, etc., etc. La mission de l'OMS a été un échec, parce qu'ils n'ont pas pu, je connais un des membres, ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils souhaitaient comme information. Donc le problème, à partir du moment où il y a secret, il y a suspicion. Et je ne peux pas en dire plus, parce que malheureusement c'est sous l'angle du secret, mais d'une façon naturelle, il n'était pas nécessaire qu'il y ait la main de l'homme pour que ça se fasse, comme on voit comment dans la nature ces coronavirus existent et comment ils peuvent s'adapter et provoquer des épidémies à partir du moment où l'étincelle peut devenir un incendie, parce qu'il y avait tous les facteurs pour que ça devienne un incendie. Donc voilà, donc c'est une... Peut-être, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour que ça se fasse. Nous allons donc passer, s'il n'y a pas de doigt levé, à la dernière communication, qui était celle de M. Servat sur les ressources en eau. Alors, en question préliminaire, j'aurais voulu vous demander
de nous rappeler quelle était la consommation moyenne en eau de chaque habitant européen. Parce que j'ai souvenir d'un chiffre faramineux, mais je me demande si ma mémoire me fait défaut. J'avais en tête quelque chose comme 160 litres d'eau par jour. Merci pour la colle. Je n'ai pas les chiffres précis en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la consommation, on va dire qu'elle est extrêmement variable d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un mode de vie à l'autre. On ne peut pas comparer les modes de vie des sociétés, on va dire, développées qui sont les nôtres avec ce qu'on trouve notamment sur le continent africain, où on a même sur le continent africain, on a des écarts considérables en fonction du niveau de développement du pays. Donc ça peut aller de quelques litres dans certaines régions, quelques litres par jour et par habitant, à quelques centaines de litres par jour et par habitant dans d'autres régions de la planète. Les plus gros consommateurs de ressources en eau sont aujourd'hui les Américains, où on est à quelque chose comme 400 litres de mémoire. Alors ça ne veut pas dire qu'un individu américain, lui tout seul, va consommer 400 litres dans la journée. Ce sont des moyennes de consommation par le pays ramenées à l'habitant. Donc là-dedans, vous intégrez les services, le monde économique, etc. Oui, le monde agricole, etc. Tout ce qui a été nécessaire. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je vous en prie. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de la demande de certains agriculteurs de faire des réserves d'eau, je pense aux bassines notamment, auxquelles les opposants, contre lesquelles les opposants luttent, en disant cette eau que vous stockez dans des bassines pour vous alimenter en eau dans les mois qui viennent s'oppose à la recharge des nappes phréatiques, et donc vous mobilisez de l'eau pour quelques-uns aux dépens d'autres, donc il faut combattre les bassines et les réduire et les supprimer. Alors vous savez, moi je n'aime pas les positions extrémistes. C'est une question technique que je vous pose. Hein, là. Oui, mais je n'aime pas les solutions extrémistes par principe. Et moi je crois qu'une des façons d'utiliser l'eau, c'est aussi de la stocker quand c'est nécessaire. Par conséquent, la question des bassines est une question qui ne peut pas être réglée sous l'angle du vous stockez de l'eau, vous n'avez pas le droit. Je pense qu'il y a des endroits où il est nécessaire de stocker de l'eau. On le fait depuis toujours. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait depuis toujours est toujours bien. Mais en l'occurrence, stocker de l'eau, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça apparaît comme une solution assez logique. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment sont alimentées les bassines. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu des dérives. Et il y a eu des choses qui ont été faites qui n'étaient pas convenables. C'est-à-dire qu'effectivement, les bassines ne doivent pas être remplies à partir d'eau qui est prélevée par la base de forage. C'est de l'eau qui doit être prélevée dans de l'eau qui court, donc dans un cours d'eau. Alors certes, c'est peut-être de l'eau qu'on ne retrouvera pas plus tard, mais globalement, l'eau qui passe, elle a son utilité. Hein. Il faut préserver les milieux, la biodiversité, etc. Elle alimente des barrages peut-être plus en aval, etc. Mais malgré tout, ce n'est pas cette eau-là qui va principalement venir recharger des nappes. Celle qui recharge des nappes, c'est l'eau qui s'infiltre. La plupart de l'eau qui court dans un cours d'eau, elle ne s'infiltre pas. Mais en revanche, certains agriculteurs n'ont pas été corrects. Ils ont obtenu l'autorisation pour faire des bassines et ils les ont remplies à partir de forages. Et ça, par contre, ça n'est pas acceptable. Mais sans ça, sur le principe de stocker de l'eau, à titre personnel, je considère que c'est une solution qui est une solution à envisager comme d'autres. Il n'y a pas de raison de l'écarter purement et simplement. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en connaître les conséquences. Quand vous stockez de l'eau quelque part, effectivement, vous mobilisez un espace. Et vous transformez l'utilisation de cet espace, qui était peut-être un espace dans lequel il y avait, et c'est pas peut-être, il y avait certainement une forme de biodiversité, il y avait des terres qui auraient peut-être pu être utilisées dans avec d'autres visées, mais à un moment donné, ça fait partie de l'ensemble des dispositifs qu'on doit pouvoir utiliser lorsqu'on a besoin de stocker de l'eau. Alors il y a des endroits où aujourd'hui, parce que ça pourrait changer, mais aujourd'hui le coût énergétique n'est pas considéré finalement. Dans les pays du Golfe, il y a beaucoup d'eau qui est produite, beaucoup d'eau potable, qui est produite à partir d'une eau qui est dessalée. Mais le coût énergétique est considérable. Donc
il y a plein de régions dans lesquelles ça n'aurait pas de sens. Et alors certes, les énergies renouvelables, le problème qu'on a, c'est que quand on veut fournir de l'eau, il faut fournir cette eau de manière régulière. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les énergies renouvelables, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est que ça produit de l'énergie de manière intermittente. Donc, dessaler de l'eau de mer avec de l'énergie renouvelable, ça veut dire qu'il faut avoir résolu les problèmes de stabilisation, de stockage de l'énergie qu'on produit. Après, c'est une solution qu'on pourrait peut-être envisager, mais c'est extrêmement énergivore. Donc, ça veut dire qu'il faudra produire et mobiliser des quantités d'énergie extrêmement importantes. Moi, je crois que finalement, il y a d'autres solutions qui commencent à être vraiment maîtrisées. J'évoquais tout à l'heure la réutilisation des eaux usées. Donc, c'est sans doute quelque chose qui va se développer. Il y a des contraintes réglementaires qui sont extrêmement sévères, notamment pour les aspects sanitaires que j'évoquais tout à l'heure. On sent quand même que ces contraintes sanitaires, elles sont... Alors, vous savez, en France, on a toujours le chic pour surinterpréter les directives européennes. Dans tout un tas de domaines, c'est ce qu'on fait. Alors, l'Europe met en place un certain nombre de règles, de normes, etc. Puis nous, on dit, ouais, mais ça ne suffit pas, vous allez voir, nous, en France, on va faire mieux. Résultat, aujourd'hui, et sans qu'à mon avis, ils empoisonnent leur population, les Italiens comme les Espagnols sont bien plus utilisateurs de réutilisation d'eau usée que nous ne le sommes. Alors il semble que les réglementations s'ouvrent petit à petit dans ce domaine-là, et que donc on va aller vers la réutilisation des eaux usées plus qu'on ne le fait maintenant. Et je dirais tant mieux, parce que il se trouve qu'on a, je crois que je l'ai évoqué aussi, on a, et notamment dans la région, un vrai savoir-faire technologique dans le domaine. On a des entreprises qui sont très performantes dans ce domaine-là. Et le problème qu'elles ont, c'est le problème, par exemple, de travailler à l'export. Parce que c'est toujours bien, quand on veut implanter une technologie à l'exportation, d'expliquer qu'on a des démonstrateurs chez soi. Et d'inviter les gens à venir les voir, ces démonstrateurs. Et jusqu'à présent, toutes ces boîtes, elles étaient vraiment en difficulté à ce niveau-là. C'est en train de s'ouvrir, et donc on peut penser qu'effectivement, la réutilisation des eaux usées, c'est quelque chose qui va progresser. De la même façon, la recharge artificielle des nappes. C'est-à-dire plutôt que, là aussi, de rebalancer directement dans le cours d'eau en direction de la mer, un certain nombre de choses, pouvoir utiliser cette eau de manière très encadrée, très suivie, toujours pour ces contraintes sanitaires, pouvoir réinjecter de manière artificielle cette eau, et donc la préserver, notamment de l'évaporation par exemple, et de l'utiliser dans des aquifères qu'on recharge, c'est aussi une voie qui est explorée. Le Japon a pas mal travaillé, non, sur la réutilisation des eaux usées. Alors oui, mais le champion du monde, c'est Israël. Parce qu'Israël, c'est un pays où il n'y a pas d'eau. Ouais. Donc ils sont très forts. Ils ont développé vraiment toutes les techniques alternatives. Les Israéliens ont vraiment développé des choses extraordinaires. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et donc il faut vraiment qu'ils trouvent des solutions. Avoir des solutions. Ouais. Et alors, je vous signale qu'actuellement, sur les écrans de la ville, vous avez un film qui s'appelle Marcher sur l'eau. Ah oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait ça il y a très longtemps, mais je ne sais pas si c'est... c'est pas le même. Le casting a un peu changé, et la thématique aussi. Étienne Quenon. Juste pour préciser une chose, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps à la radio que la consommation d'eau dans la Rome classique était 10 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Elle était de 1500 litres par jour et par habitant. Je voulais juste poser une question qui va vous paraître complètement idiote, mais je suis surpris à chaque fois, l'été, quand il fait un cagnasse d'enfer, de voir que toutes les surfaces agricoles qui sont arrosées le sont en plein milieu du moment le plus chaud de la journée. Est-ce que ça veut dire que c'est d'une utilité qui a une explication, ou est-ce que ça veut dire que simplement les types sont un peu fadas de ne pas mettre ça le matin à 4h du matin plutôt qu'à 13h? Alors, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre... pour répondre à ça, mais en tout cas, j'imagine pas que les gens soient des fadas, non. J'imagine qu'il y a... je maîtrise pas très bien cet aspect-là des choses. Donc, pour les fruitiers, il y a un problème de coup de chaleur. Donc c'est un peu comme les humains. On a besoin d'un peu de fraîcheur en vaporisant, peut-être. Hein. C'est peut-être l'une des raisons. L'eau arrive, s'évapore un peu. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème d'eau pour arroser. Hein.
Donc il n'y a pas de souci d'eau, et c'est peut-être pour un souci de rafraîchissement de l'atmosphère. C'est une hypothèse que je fais. Alors je traduis, les golfs irriguent de nuit, d'autres utilisent de l'eau de nuit, et donc certains agriculteurs n'ont plus accès à suffisamment d'eau la nuit et pompent dans le canal du Midi le jour. Parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu parce qu'il n'y avait pas le micro. Une dernière question, monsieur. Pourrais-je poser une question au précédent orateur? Jean-Louis, tu nous as parlé de la synapine. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 ou 3 mots de plus? Et est-ce que ce produit miracle débouche sur des conseils diététiques ou thérapeutiques? Alors, diététique, non. Mais la synapine du colza donc, est une substance qui est chargée positivement avec un ammonium quaternaire et une partie hydrophobe. Et il s'est avéré que cette substance était fort utile dans le cas du stress lié donc, à un infarctus du myocarde, stress dans lequel les mitochondries s'affolent. Et les mitochondries donc, produisent une quantité d'énergie considérable et leur potentiel de surface est négatif. Donc elles sont chargées négativement. De fait, la synapine diminue cette charge de surface des mitochondries et ralentissent, donc la synapine ralentit leur fonctionnement. Et donc ça minimise le stress. Peut-être une question sur toujours l'eau, c'est la problématique du taux d'évaporation qui est très élevé sur la Terre, entre les rosées qui peuvent arroser le sol et la récupération de certaines parties de cette rosée. Est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser simplement l'évaporation du sol, selon les circonstances? Décidément, oui, je ne sais pas si je reviendrai. Utiliser l'évaporation du sol, alors, je pense que c'est compliqué. En revanche, il y a des endroits où on utilise les brouillards. Et on met des capteurs de brouillard qui sont finalement des machines à faire condenser le brouillard et à permettre de le récupérer, parce qu'on le condense, il arrive à s'écouler, et donc on peut l'utiliser. Utiliser directement l'évaporation, ça me semble très compliqué à mettre en place. Mais le captage des brouillards, c'est des choses qui se font. Moi, il se trouve que j'ai fait ça quand j'ai fait mon service militaire en coopération il y a fort longtemps. Mais on m'avait envoyé aux îles du Cap-Vert, au large de Dakar. Et dans ces îles, qui sont des îles, pour certaines, des îles volcaniques avec une certaine altitude, des sommets qui sont à 1500 mètres, il ne pleut pas. C'est au milieu de l'océan, donc les nuages passent, mais il ne pleut pas. Et certains s'accrochent quand même sur les sommets. Et donc sur les sommets, on avait développé justement, pour regarder ce que ça pouvait donner, des techniques à partir de ces capteurs de brouillard. Et force est de reconnaître qu'avec des capteurs de brouillard qui n'étaient pas immenses, quelques mètres carrés, chaque nuit on avait plusieurs litres d'eau. Donc, alors après ça s'est développé, pas généralisé, mais il y a un certain nombre d'endroits aujourd'hui où ces techniques-là sont utilisées. Donc cette vapeur d'eau, qui est de l'eau cette fois-ci, mais qui a déjà été évaporée, cette vapeur d'eau, on peut à un moment donné la récupérer pour en faire quelque chose. Sur l'eau et l'agriculture, simplement une information que vous n'avez peut-être pas. On entend souvent dire que le maïs est une culture très consommatrice d'eau, contrairement par exemple au blé. Alors, ce n'est pas exact, c'est l'inverse. Le maïs consomme beaucoup plus d'eau pour fournir la même quantité de grains que le blé. La différence, c'est que le blé a besoin d'eau au moment où il y en a. Tandis que le maïs, la maturation du maïs se fait dans des périodes de sécheresse au moment de l'année, et à ce moment-là, il faut irriguer davantage. Donc le maïs a besoin davantage d'eau d'irrigation, mais la plante elle-même a besoin de moins d'eau pour faire la même quantité d'eau. Alors il faut savoir qu'il y a 2 types de plantes, 2 types de photosynthèse, 2 mécanismes différents. Celui du blé n'est pas celui du maïs. L'agriculture, 70% d'eau, et il y a des recherches actuellement, je ne sais pas si elles aboutiront, mais là aussi il y a de nombreux financements, dont l'objet est de faire basculer certaines céréales qui sont plus consommatrices d'eau que le maïs dans un système métabolique qui est équivalent du maïs, de manière à moins avoir besoin d'eau
pour pouvoir produire. On verra ce que ça donne. Alors c'est un peu dangereux parce qu'on touche à la photosynthèse. Je pense à la question qui était faite sur les virus. On touche à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un système qui repose sur une enzyme et qui est stable depuis quasiment l'apparition de la vie sur la Terre. Et c'est la photosynthèse marine qui a permis de faire émerger les végétaux sur la Terre et ensuite les animaux. Et moi, je préconise à ceux qui veulent toucher à la photosynthèse de faire un moratoire, parce que ça c'est par biologie de synthèse, etc., de faire un moratoire, comme ça a été fait en 1973 sur les micro-organismes en biologie moléculaire, où des chercheurs avaient fait un moratoire d'eux-mêmes pour voir quelles étaient les conséquences éventuelles. Il me semble que, pour rejoindre la discussion donc sur les virus, qu'il ne serait pas inutile que les chercheurs qui essayent de modifier la photosynthèse s'interrogent quand même sur les conséquences que ça aurait s'ils modifient un système qui est stable depuis 400 millions d'années, de manière irréversible, sans trop savoir ce que ça donnerait. Et moi, j'appelle les chercheurs en physiologie végétale et en génétique de faire un moratoire entre eux. C'est un moratoire qui avait eu lieu avec des citoyens, avec des chercheurs et avec des journalistes. Et ensemble, ils s'étaient réunis, ils avaient travaillé, puis ils avaient sorti leurs conclusions. Et dans ce domaine-là, parce que ça touche quand même l'eau et l'utilisation de l'eau, il me semble qu'on a besoin de s'arrêter un peu et de ne pas détruire un système dont on doit que nous sommes aujourd'hui, là aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la photosynthèse. Il ne faut pas l'oublier. La photosynthèse qui a capté le CO2 et puis a libéré l'oxygène. Il y a des choses à préserver. Nous en avons terminé pour cette session. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre participation.